Salutations, chers amis. Je présente à votre attention les dysfonctionnements et pannes les plus courants qui surviennent sur l'Opel Vectra B. Les réclamations sont généralement minimes. Ils sont trop faibles pour les voitures équipées de moteurs jusqu'à 125 chevaux avant le restylage, les plaquettes grincent souvent et la plupart des services ne peuvent pas régler correctement le mécanisme de frein à main. Pour référence, le réglage initial s'effectue avec un cliquet directement dans le tambour, et ensuite seulement le câble est tendu sur le levier. Le reste des plaintes est dû à l'âge. Les tuyaux pourrissent, généralement dans la partie arrière, les raccords de purge se cassent parfois, les soufflets d'étrier sont endommagés, surtout à l'arrière encore, la corrosion des cylindres de frein se produit, le câble de frein à main aigre. L'ABS sur les voitures plus anciennes n'est pas particulièrement efficace. L'unité à 3 canaux n'aide pratiquement pas au dérapage et au glissement en arc de cercle. Depuis 1998, un système plus avancé a été installé, dont le seul inconvénient est la probabilité accrue de défaillance due à un défaut de soudure dans le bloc. Souvent, lors des réparations, le câblage à vide de l'amplificateur est cassé, il devient fragile avec l'âge, alors faites attention à l'état du T et de l'entrée de l'amplificateur à vide, car le problème est assez difficile à résoudre. La durée de vie des pièces d'origine pour les gros freins d'un diamètre de 288 mm est agréablement impressionnante. Les disques de frein avant peuvent en parcourir des centaines de milliers, usant 1 ou 3 jeux de plaquettes. Les freins arrière sont un peu moins résistants et il est conseillé de changer les plaquettes plus souvent pour éviter que les cylindres ne se dégradent. Eh bien, comme tous les freins équipés de plaquettes de sauvetage, il est recommandé d'effectuer un entretien intermédiaire des freins, avec lubrification des axes d'étrier et contrôle des joints tous les 30 000 km. Les opelistes critiquent en quelque sorte vraiment le châssis de la Vectra B. Après une clarification plus approfondie des circonstances, il s'avère que la suspension avant est presque éternelle, mais la ressource de 100 000 pour le multibras arrière et le prix de sa réparation sont déjà trop élevés. En général, ne croyez pas les rumeurs, tout est fiable et extrêmement bon marché par rapport aux normes actuelles. Bien sûr, en comparaison avec la poutre torsadée à l'ancienne, la fiabilité n'est pas la même et le coût des réparations est élevé, mais cela ne concerne que les passionnés de voitures particulièrement endurcies. C'est pourquoi les voitures Ziguli sembleront un peu chères à exploiter. La suspension avant, comme déjà mentionné, peut durer de 120 à 200 000 sans intervention majeure. Les rotules et les blocs silencieux du bras de commande inférieur sont extrêmement fiables. Le support supérieur s'affaissera après 100 000 km et demi, et les risques de l'endommager sur les bosses passeront de « incroyable » à « attendu ». Il vaut mieux ne pas laisser cela se produire, car les hôtes coûtent cher et le confort en souffre. L'amortisseur lui-même perd de son efficacité avant même 100 000 km, mais au-delà de 200 km, vous pouvez même trouver des pièces d'origine sèche et non actuelles avec une certaine performance. À l'arrière, la situation est un peu pire. Les nouvelles charnières extérieures d'origine des bras et les blocs silencieux des bras oscillants peuvent durer environ 80 à 100 000 avec une installation correcte. La durée de vie des pièces non d'origine peut être soit comparable à celle d'origine, soit nettement inférieure. Devinez ce que demandent les propriétaires de voitures particulièrement économes? Lors de l'achat, vous devez vérifier soigneusement les 4 charnières externes, les 4 bagues internes et les blocs silencieux. Et n'oubliez pas de faire un alignement des roues de l'essieu arrière après le remplacement, le caoutchouc est instantanément consommé. Le remplacement est assez coûteux car il nécessite l'utilisation d'une masse, d'un marteau pneumatique ou d'extracteurs spéciaux. Le plus souvent, les charnières inférieures sont endommagées et la durée de vie des charnières supérieures est 1,5 fois à 2 fois inférieure, et elles sont souvent remplacées en réserve. La durée de vie typique des pièces de rechange des séries économiques est d'environ 30 000 à 50 000 km sur nos routes. De plus, parfois il n'y a pas encore de coup, mais il y a déjà un grincement, puis les propriétaires économes injectent de l'ATP dans le boîtier de charnière. Y a-t-il des fuites d'huile? Ils essaient de vous vendre une option économique. Les opelistes ne l'aiment pas non plus. Bien sûr, parce que le rack peut cogner ou fuir. Avec un kilométrage d'un maigre 250 à 300 000. Pour une raison quelconque, les réparations sont considérées comme coûteuses, bien qu'un ensemble de travaux soit proposé spécialement pour les propriétaires d'Opel, estimé à moins de 5 000. L'achat d'un véhicule d'occasion est encore moins cher, une option courante, heureusement, il y en a suffisamment, et pour une raison quelconque, acheter un rack après une restauration en usine est considéré comme chic. À mon avis,
La Vectra B a une direction excellente et fiable, sauf que les extrémités de direction n'ont pas une durée de vie particulière et que les joints universels de la colonne de direction ont tendance à se desserrer même dans une voiture de 10 ans. La pompe de direction assistée est fiable, sauf que le joint du réservoir de la pompe fuit souvent, tout comme le tuyau basse pression. De plus, le réservoir repose directement sur la pompe et est relativement souvent endommagé. Mais les fuites dans les conduites sous pression sont rares et résultent généralement de réparations très infructueuses impliquant des tentatives de réacheminement de la conduite. À propos, le ventilateur du radiateur des voitures équipées de la climatisation peut rectifier le tube de direction assistée. La boucle du radiateur de direction assistée se trouve ici, et si la géométrie du pare-choc est légèrement perturbée, par exemple, après un léger choc avec l'avant, ou le roulement du ventilateur est usé, ce dernier commence à broyer le métal, et parfois il y parvient. Cela ne veut pas dire que tout ici est parfaitement fiable. Quiconque achète une voiture équipée d'un V6 ou d'un 4 cylindres en ligne à gros bloc, c'est-à-dire X20, XEV, X18, XE ou Z22 SE, a de la chance. Il s'appuie sur des transmissions manuelles et automatiques très fiables. Mais pour ceux qui ont un petit moteur, c'est-à-dire 1.6 ou 1.8 en restylage, ils y mettent pas mal d'argent, ne mettant pas en avant les meilleures unités. Le secret de cette séparation est assez simple. Ensuite, tout dépendait des circonstances, le différentiel et le carter de boîte de vitesse pouvaient casser, ou tout cela pouvait se limiter au bruit. Vérifiez, faites tourner les roues d'une voiture suspendue, le hurlement des engrenages de la transmission manuelle mourante sera clairement audible. Heureusement, sur la Vectra B, il existe une solution au problème, et elle est extrêmement simple. Il suffit de remplacer l'ensemble de transmissions manuelles par entraînement et moyeu par un boîtier plus solide de la série F1.6, F1.8, F2.3, F2.5 de plus puissants voitures. Cela coûtera moins cher que n'importe quelle réparation d'une vieille transmission manuelle ou même l'achat d'une unité sous contrat. Mais tout le monde ne décide pas de faire un tel changement. Certains s'obstinent à réparer et à échanger le poinçon contre du savon. Il y a des problèmes minimes sur les voitures équipées de moteurs X18, XE, X20, XEV à transmission manuelle. Sur le pré-restylage, on trouve principalement les boîtes de vitesse F18, elles ont le commutateur arrière, gauche-avant, et sur le restylage, le plus souvent les F23, elles ont le commutateur arrière, arrière-droite. Des problèmes de roulement surviennent, mais ils sont extrêmement rares. La transmission manuelle F23 a également été installée avec des moteurs diesel et un moteur Z22 SE de 2,2 litres. Le problème ici est principalement l'usure du mécanisme de changement de vitesse, l'hélicoptère, sur le F18 et les câbles avec la bascule sur le F23. L'hélicoptère se répare soit en installant des boulons à la place des anciens essieux, soit en installant un mécanisme avec. Un Daewoo Nexia apparenté, et sur le F23 la seule chose qui aide est de sceller la rotule ou de la remplacer. Sur les voitures équipées de V6 2.5 et 2.6, il existe une transmission manuelle de la série F25. En termes de problème, le même F18, mais les roulements ici sont fiables comme un roc. Les machines automatiques de la série AF13, également connues sous le nom d'Aisin TF60-40 le ou son parent, plus moderne à AF1760 à 41 SN, sont très fiables pour les moteurs après restylage selon les normes modernes. Ainsi, la 4 vitesses de la même série sur l'Astra H est considérée comme une très bonne unité, mais tout s'apprend par comparaison. Les boîtes de la série AF13 s'avèrent toujours moins fiables que les AF14 AF22 dans les voitures plus puissantes, en raison d'un engrenage planétaire plus faible, de pannes plus fréquentes du tambour de l'ensemble d'entraînement et de la combustion du paquet 3 à 4 et du neutre automatique, étant allumé presque partout. Et la boîte de vitesse restylée de la série AF17 nécessite également des vidanges d'huile plus fréquentes, tous les 50 à 60 000 minimum, a une durée de vie beaucoup plus courte des garnitures d'embrayage de verrouillage du moteur à turbine à gaz et ses propriétaires sont plus susceptibles de rencontrer une contamination du corps de soupape. Il existe également des transmissions automatiques à émulsion dans l'ATF, les radiateurs étaient fournis par Valeo et ils ont eu des problèmes de joint jusqu'en 2004 à 2006. En conséquence, le kilométrage moyen avant révision des AF13 à F17 est inférieur à 250 000 à 300 000 et il surchauffe beaucoup plus facilement que les boîtiers plus puissants. La solution au problème est la même qu'avec une transmission manuelle, vous pouvez installer une transmission automatique d'une série plus durable, en remplaçant l'entraînement et les moyeux en cours de route. Certes, le manque de puissance moteur avec une boîte de vitesse plus longue se fera plus fortement sentir qu'avec une transmission manuelle.
La transmission automatique pour les gros moteurs est de la variété Aisin 50 à 40 nœuds. Elle est nettement plus fiable que la 60 à 40 SN. Moins sujet à la surchauffe, les embrayages à friction fonctionnent de manière plus fiable. Parmi les problèmes liés à l'âge figurent peut-être l'affaiblissement de la bande de frein, les fissures et la perte de pression du tambour de marche avant, ainsi qu'une contamination banale du corps de soupape et une panne d'un moteur à turbine à gaz au kilométrage énorme. Les unités avec un kilométrage de 350 à 500 000 et sans trace d'intervention sont souvent réparées. Parmi les problèmes graves, les seuls problèmes rencontrés au départ étaient l'usure lors de l'activation de la fonction d'autoneutre et les dommages dus à la pénétration d'antigel dans l'ATP. Tout d'abord, sur le fait qu'ils ne se cassent presque pas. Par exemple, les moteurs des séries X18 XE X20XEV sont incroyablement fiables. Lors de la vidange d'huile, à peu près à temps, le groupe de pistons parcourra au moins 250 000 km, et très probablement tous les 350 à 400 km. Avec peu de risque de coquefaction des segments racleurs d'huile et d'usure des segments de compression. Le remplacement des joints de tige de soupape, des joints d'arbre à cames et de vilebrequin, du croisillon du système de refroidissement, des soupapes de chauffage, de nombreux tubes à vide, des contrôles électriques, des fissures dans le collecteur d'échappement et autres délices, ne disparaissent nulle part, mais sont résolus relativement simplement et à peu de frais. Les principales plaintes pendant le fonctionnement sont les fuites d'huile dues à un système de ventilation du carter imparfait et, de plus, constamment obstrué. La même chose peut être dite à propos du séparateur d'huile dans la culasse et du trou dans le corps de papillon. Comme mentionné ci-dessus, la soupape de commande d'air de ralenti tombe en panne en raison d'une contamination, du retrait du ressort et de problèmes électriques. Le thermostat est faible et le collecteur d'échappement mal conçu se fissure. Avec l'âge, le système de refroidissement commence à développer des fuites si les tuyaux ne sont pas changés à temps. Le vase d'expansion fuit, dans lequel le capteur commence également à s'enfoncer. Eh bien, le plus gros problème est causé par l'araignée, susmentionnée, un tuyau en plastique à l'arrière du moteur avec de nombreux tuyaux pour chauffer le papillon des gaz, le collecteur, le chauffage, le réservoir, etc. L'araignée coûte cher si une pièce d'origine est utilisée, mais vous pouvez vous en sortir en remplaçant uniquement la partie centrale en plastique de la Vectra A. Elle se sépare le long de la couture et s'écoule directement vers le démarreur et le collecteur d'échappement. Le prix des travaux dans ce dernier cas augmente légèrement, et de nombreuses connexions, sur pince, apparaissent. Un EGR bouché est simplement coincé avec un joint où son entrée sur le collecteur est soudée, le collecteur lui-même est soudé, des coupes sont faites sur le plan de l'aile et ils essaient d'installer des goujons renforcés. Le système de ventilation est nettoyé, de nouveaux joints sont installés, un nouveau séparateur d'huile est installé sur le tuyau d'échappement des gaz du carter, le trou du papillon est percé à 1,5 mm, voire une vanne PCV est installée pour un fonctionnement plus précis du système. Parlons maintenant des capteurs. La dynamique et l'appétit du moteur dépendent de l'état du débitmètre massique d'air et de la sonde lambda à l'échappement. Les pièces d'origine sont chères et les remplacements bon marché sont pratiquement inexistants. Heureusement, ils tombent rarement en panne tant que le filtre à carburant, le régulateur de pression de carburant et le filtre à air sont en bon état de fonctionnement. Le collecteur d'admission à géométrie variable est officiellement irréparable. Au fil des années, il devient très sale de l'intérieur et ses volets de réglage de la longueur d'admission se bloquent, après quoi le moteur perd considérablement soit en puissance, soit en réponse à l'accélérateur. En pratique, tout peut être parfaitement compris, mais il faudra l'assembler à l'aide de mastic, et réparer les entraînements à vide en sélectionnant les membranes et les leviers. La plupart des caractéristiques et des problèmes du moteur ont été éliminés depuis longtemps, et lors de l'achat d'une voiture avec un tel moteur, la seule question qui reste est de savoir si une révision majeure a déjà été effectuée et dans quelle mesure. Dans le pire des cas, c'est vous qui devrez subir cette procédure pas trop coûteuse, mais désagréable. Dans le cas du moteur 2.5, la fiabilité et la durée de vie sont à peu près les mêmes, mais la maintenance est un peu plus coûteuse en raison de la moins bonne disponibilité des unités et d'un plus grand nombre de composants. L'une des spécificités est un échangeur de chaleur à huile défaillant dans la cambrure du bloc, sujet à la corrosion. Le thermostat se trouve là, il est très difficile d'y accéder, il faut retirer toute la courroie de distribution. Mais le système de refroidissement et le câblage sont améliorés, les couvre-culasses sont en métal et les fuites d'huile ne dérangent pas les propriétaires jusqu'au moment où le système de ventilation se bouge complètement et n'écrase pas les joints, et le collecteur d'admission est sensiblement plus facile à maintenir. Parmi les conducteurs Opel Econom,
le moteur est considéré comme trop cher, même si cela signifie avant tout des révisions coûteuses, qu'il ne nécessite pas très souvent, et en termes d'entretien, il est même à certains égards moins cher que le 1,8, 2,0. Les moteurs structurellement similaires 3.0 et 2.6 sont extrêmement rares, le 2.6 ne diffère que par un groupe de pistons plus rares et plus chers, une paire supplémentaire de sondes lambda et un papillon électronique, et le 3.0 a été installé dans un lot limité, en gros c'est déjà un produit d'un réglage indépendant. Elle sera simplement échangée contre une Opel Omega ou une Saab 9000. Le moteur 2.0 NEJ est une ligne distincte. Ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas de première lettre dans la désignation du moteur avant le numéro, car ce moteur appartient à la classe environnementale Euro 0 et n'est pas destiné à être vendu en Europe. Les voitures qui en sont équipées sont généralement dans les configurations les plus simples et sont fabriquées au Brésil. Il y en a parfois des allemandes. Le moteur lui-même est d'une simplicité phénoménale, sa durée de vie est plus longue que celle du X20 XEV, en raison d'une puissance légèrement inférieure et d'une culasse plus fiable, de l'absence de GR et de catalyseur d'usine, d'une admission simple et des capteurs les plus simples et les plus fiables. Mais une voiture n'est pas seulement un moteur, et dans le cas de la Vectra B, cela est doublement vrai, car l'état de carrosserie des voitures brésiliennes laisse beaucoup à désirer. C'est même sans tenir compte des configurations franchement vides, qui annulent l'intérêt d'acheter une vieille voiture de classe D. Un autre moteur simple de la Vectra B est le 1.6 à 8 soupapes, qui a été installé sur les voitures européennes avant le restylage. Les configurations, encore une fois, sont les plus simples, la puissance n'est que de 75 chevaux, mais en termes de traction, elle n'est pas très inférieure à un best-seller de tous les temps comme le 1.6 ADP BSE sur les voitures VW. La dynamique n'est que légèrement pire que celle des lourdes A4 et Passat équipées de tels moteurs. Sur la Vectra B, on trouve deux variantes d'un tel moteur, le 1.6 LZ2 sans catalyse, dans les configurations les plus simples, pas pour les Européens, et le plus sérieux X16 SZR, déjà conforme à Euro 2 et destiné aux plus économiques, mais toujours des acheteurs européens. Il dispose déjà d'un système d'alimentation plus complexe et dispose même d'un EGR, d'un adsorbeur et d'un catalyseur. La fiabilité est élevée, notamment du côté mécanique. Le système de contrôle d'une version plus complexe devrait causer plus de problèmes. Là encore, les voitures ne sont généralement pas dans le meilleur état, car elles ont été utilisées dès le début en Russie ou par des conducteurs particulièrement économes. Mais si les moteurs 8 soupapes restent exotiques, alors voici un 1.6 16 soupapes d'une puissance de 101 chevaux. C'est le moteur le plus populaire de la Vectra B. Il roule un peu ennuyeux, mais cette puissance est suffisante pour se déplacer en toute confiance en ville et le conducteur se sent calme sur l'autoroute. Bien sûr, par rapport au 2.0, la différence est évidente, et pas en faveur du 1.6, mais le 1.8 d'avant restylage n'était pas bien meilleur en dynamique. La différence est évidente d'une autre manière. Les moteurs 1.6 étaient non seulement équipés de transmissions manuelles et automatiques moins fiables, mais ils disposaient également d'une ressource très limitée et de nombreux problèmes assez coûteux dans le système de contrôle. Il semblerait qu'il s'agisse d'une conception très conservatrice avec un bloc en fonte d'un âge vénérable et une culasse à 16 soupapes, mais les concepteurs ne comptaient clairement pas sur une durée de vie trop longue du moteur. Dans les moteurs X16 XEL d'avant restylage, le groupe de pistons tombe en panne, les segments racleurs d'huile s'encrassent facilement lors de l'utilisation de semi-synthétiques et un intervalle de remplacement de 15 000, ce qui, bien sûr, est tout un problème pour les conducteurs économiques d'Opel. La vidange d'huile est insuffisante, donc lors de la prochaine réparation, soit ils remplacent les pistons par des pistons plus frais, des moteurs Z16XE, soit ils perdent des trous pour vidanger l'huile dans ceux existants, ce qui s'est également avéré être un moyen efficace et fiable de sortir de la situation. L'usure des chemises de soupape dans la culasse est la deuxième caractéristique désagréable de ces moteurs, et elle n'a pas été éliminée même après la mise à niveau du moteur vers le Z16XE. Pour cette raison, le remplacement des joints de soupape après un kilométrage de 150 à 200 000 km est nécessaire tous les 30 à 40 000 km. Dans le même temps, beaucoup ne réparent pas obstinément la culasse en ajoutant de l'huile, car pour un propriétaire standard d'Opel de ces années-là, ouvrir le moteur coûte déjà trop cher. Dans les moteurs Y16XE et Z16XE plus récents, le groupe de pistons est moins sujet à la coquefaction, même si le problème est toujours présent ici, quoique dans une moindre mesure. Mais ils ont été initialement conçus pour de l'huile d'une viscosité SAE30, qui était utilisée pour une partie importante du kilométrage. Mais le brûleur à mazout les visite encore à un kilométrage de 150 à 200 000,
nécessitant la réparation de la culasse et souvent le remplacement du groupe de pistons. Le système d'alimentation du moteur n'est pas non plus irréprochable. Les moteurs X16XEL ont un papillon électronique avec commande de ralenti intégrée et non pas de capteur de débit massique. Ce circuit est plus sensible au dysfonctionnement du système d'admission, au calage du calage et à l'étanchéité du collecteur d'admission. De plus, l'EGR dispose de « diagnostic », ce qui signifie que vous ne pouvez pas simplement le désactiver avec un joint en éteint. Toutes ces pièces ont une durée de vie limitée, sont réparées avec beaucoup de réticence et il est difficile d'influencer leur durée de vie. Et si dans le cas du module d'allumage, il suffit de changer plus souvent les bougies d'allumage bon marché, et avec le papillon, les filtres à air et de nettoyer le système de ventilation du carter, alors dans le cas de l'ordinateur, un travail extrêmement coûteux est nécessaire pour déplacer le module de commande ou souder de nouveaux conducteurs. Ou l'achat encore plus coûteux d'une nouvelle unité. Trouver une unité de commande d'occasion correctement dissociée, et même en bon état, est difficile, et le remplacement des unités en ensemble par un anti-démarrage est également coûteux. Bref, il n'existe pas de solution bon marché. Les moteurs 1.8, après mise à jour sous la forme de la série X18XELY18XZ18XE, reprennent essentiellement toutes les caractéristiques et inconvénients des moteurs 1.6 mentionnés ci-dessus, avec lesquels ils sont liés à bien des égards, ils ont des blocs cylindres et des culasses similaires. Mais un appétit d'huile se produit ici avec un kilométrage sensiblement plus élevé, on peut compter sur 250 000 km de fonctionnement sans problème même avec un minimum de soins, et la culasse s'use moins. Très probablement, cette attraction d'une générosité sans précédent est due à des vitesses de fonctionnement plus faibles et à des démarrages plus rares. Pourtant, le 1.8 a sensiblement plus de poussée que le 1.6 jusqu'à 170 Nm contre 150, et il est obtenu dans une plage de vitesse plus large. Le moteur Z22SE de la série 2.2, apparu après 2000, est considéré comme l'un des plus indésirables sur cette voiture. Si nous essayons de décrire brièvement ses défauts, alors elle est trop chère pour cette voiture économique, elle comporte des pièces de rechange et des composants coûteux. Les moteurs diesel de la Vectra B ne sont pas particulièrement populaires et il est donc difficile de parler plus en détail de leur fonctionnement. Mais ces moteurs sont loin d'être les pires représentants des moteurs diesel. Les moteurs 2.0 et 2.2 ont un groupe de pistons durable et une bonne culasse, un système d'alimentation assez simple avec une pompe d'injection à commande électronique et une longue durée de vie de la turbine. Et si en Russie, ils sont totalement illiquides, alors en Biélorussie voisine, ils jouissent d'un respect bien mérité. Ce sont toutes les informations sur les problèmes de l'Opel Vectra B. Si vous en savez plus ou n'êtes pas d'accord avec ce que vous avez entendu, je vous attends dans les commentaires.